Bonjour tout le monde, voilà une nouvelle vidéo de réparation de carte mère de drone FPV. Donc c'est une T-Motor F7, la voici. Alors comme d'habitude, pour essayer de trouver la panne, on va commencer par la brancher à un contrôleur de courant. Et on va voir combien elle consomme. On va essayer de le mettre dans le bon sens. Voilà, alors on a combien? Donc on voit que on est entre 1,5 et 1,7 ampères. C'est beaucoup de trop, c'est pas normal. Une carte mère de drone, on doit être entre 0,2, 0,7 au maximum. Mais là, elle a clairement un problème et de toute façon, on voit bien, elle a une faible lumière, mais voilà, elle ne boude pas, rien du tout. Donc il y a un court-circuit quelque part. Ok. Alors, je vais passer sous le microscope et essayer de trouver ce qui ne va pas. Alors ici, on peut voir qu'il y a directement, la première chose qui arrive sous le microscope, c'est on voit qu'il y a une bobine. Elle est bien éclatée. Mais en théorie, donc on voit bien une bobine, hein, je vais peut-être un peu vite. Donc une bobine, tout le monde sait ce que c'est simplement un enroulement de fil. Et effectivement ici, si on zoome un petit peu, on voit à l'intérieur, en fait c'est juste des fils enroulés l'un sur l'autre. Donc c'est du fil qui a un léger vernis isolant sur lui-même. Et ce qui empêche donc les fils de rentrer en contact l'un avec l'autre. Et c'est ça qui permet de faire une bobine. Donc on voit qu'elle a eu un mauvais coup. On va tout de suite la tester, mais en théorie, une bobine, ça peut pas faire de court-circuit. C'est pas ça qui va mettre, c'est pas ça qui va créer un problème en théorie. Voilà, donc là, la bobine est bonne. Donc je teste au multimètre en mode bip. Donc la bobine est bonne. Donc on peut déjà écarter ça. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rebrancher. Je vais mettre un peu d'isopropanol dessus. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui chauffe. Hop, je vais mettre un peu d'isopropanol sur le circuit. Je branche mon câble. Je vais brancher mon câble. Hop. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose qui chauffe ici? De ce côté-là. Ah oui. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est ça, c'est le... On voit directement que ça chauffe bien même. Il y a des petites bulles qui se forment. Et même de la fumée qui sort de ça. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est un régulateur de tension. Et lui, son rôle, ça va être de diminuer la tension des 5 volts, qui est trop... C'est trop de courant pour lui. Pardon, je veux dire, il va diminuer les 5 volts pour alimenter le STM32 ici. Et du coup, il va descendre la tension des 5 volts à 3,3 volts. Et il chauffe beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'il chauffe? Donc, en vrai, c'est pas lui le problème. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, il y a un court-circuit derrière. Alors, on va essayer de trouver d'où vient l'autre court-circuit. Mais souvent, les régulateurs de tension, s'ils chauffent fort, en fait, c'est normal. Ça peut monter à 100, 120 degrés. Attends, je regarde si je peux faire un meilleur zoom. Voilà. Donc, ça peut monter à 100, 120 degrés quand il y a un court-circuit derrière. Pourquoi? Parce que, du coup, lui, il essaye de réguler la tension. Mais vu qu'il y a un court-circuit derrière, bah, il va être en PLS, le pauvre. Donc voilà, donc ça c'est normal que ça chauffe, donc on va pas trop s'en tracasser. Par contre, on va essayer de voir qu'est-ce qui chauffe d'autre, qui ne serait pas normal que ça chauffe. Alors, on va rebrancher. Ok, donc là on voit directement le STM32 qui chauffe. Lui par contre c'est pas normal du tout qu'il chauffe. Directement il bout même. Ouais, donc le STM32, ça, c'est un microcontrôleur. Ça peut chauffer un petit peu, hein. Je dis pas que ça peut pas chauffer. Mais bouillir comme ça, c'est impossible. Il peut pas chauffer à ce point-là. C'est pas normal. On va quand même tester au multimètre à côté. Voir si c'est bien lui qui est mort, même si j'en ai aucun doute. C'est juste pour montrer les signes, les symptômes qu'on peut trouver. Donc ici, les condensateurs qui sont autour, il y en a probablement au moins un ou deux qui sont en court-circuit. Et un condensateur, en théorie, ça ne peut jamais être en court-circuit. Parce que son but, c'est de réguler la tension. Donc il va toujours être d'un côté une tension positive, et de l'autre côté, il sera toujours à la masse.
Et donc du coup, ici, celui-là il est bon. Ok, celui-là est en court-circuit. Vous voyez? Ça c'est pas normal. Si je regarde les ohms, là je suis à 8, 7, 5, 4, 3... Ouais, je suis à... Allez, 3 ohms. 3 ohms, ce qui n'est pas possible parce que 3 ohms, c'est ce que mon multimètre m'affiche quand je fais un court-circuit directement avec les deux. Et donc du coup, si celui-ci a 3 ohms, en fait, c'est comme s'il ne servait à rien du tout. C'est comme si le côté là était relié avec le côté là, et donc le condensateur ne saurait pas du tout réguler la moindre tension vu qu'il est en court-circuit. Ici, pareil, le condensateur là est en court-circuit, et ici, pareil, il est en court-circuit aussi. Et ça, c'est pas normal, hein. Ça, on peut vraiment pas avoir ça. Alors ici, soit tous les condensateurs sont en court-circuit, ils ont tous un défaut, ça me semble peu probable. Soit c'est effectivement la STM32 qui a un problème. Du coup, on va remplacer la STM32. Maintenant, donc c'est la STM32 F722. Ok, je pense que j'ai en stock. Et alors, le problème des STM32, c'est qu'elles ont un micro-programme à l'intérieur. Elles ont une mémoire flash. Et donc, quand vous flashez vos cartes mères, vos cartes de drone, vos flight controllers sur Betaflight, c'est dans cette puce-là que le programme vient s'inscrire. Alors, je n'ai pas en stock cette puce-là déjà programmée, mais j'ai en stock une nouvelle puce sans programme à l'intérieur, et donc je vais la souder. Alors d'abord, petit truc, le mieux pour dessouder, pour retirer une puce, le mieux c'est d'abord la souder, hein. Le mieux c'est clairement d'abord de rajouter de l'étain au plomb. Je répète, mais l'étain au plomb a une température de fusion bien plus bas que l'étain sans plomb. Je vais juste mettre de la ventilation parce qu'autrement, j'ai pas trop envie de mourir à 40 ans. Alors donc, je disais, donc l'étain au plomb a une température de fusion bien plus bas que l'étain sans plomb. Et donc du coup, c'est mieux pour nos composants électroniques parce qu'ils se dessoudent à moins haute température. Et donc du coup, on abîme moins la carte électronique et tout genre de choses, quoi. Alors, je vais retirer la STM32, je vais prendre un pistolet à air chaud. Ici, je le règle à 400 degrés. Alors, on va bien laisser chauffer. Il y a pas mal de surface à chauffer, donc du coup, il va falloir un petit peu de temps pour le retirer. Et c'est ça que l'avantage d'avoir mis de l'étain au plomb, c'est que la soudure d'origine, qui est sans plomb, ben on mélange un peu les deux en fait. Et donc du coup, la température moyenne de fusion va diminuer, ce qui va nous permettre de retirer notre puce un petit peu plus vite que si on n'avait pas ajouté d'étain au plomb. Hop, voilà. Alors, maintenant, on nettoie les pads. Alors le mieux, les pads, c'est de les nettoyer dès qu'on peut, à chaud, parce que c'est beaucoup plus facile de les nettoyer quand la carte est encore chaude que si elle est froide. Donc du coup, j'en profite. J'avais déjà ma tresse à dessouder et tout qui était prête, donc ça c'est pas mal. Quand vous prévoyez de dessouder un composant, mettez déjà votre tresse à dessouder et tout prête à l'emploi. Comme ça, la carte est encore bien chaude quand on passe le coup de tresse et c'est beaucoup plus facile. Si la carte est froide, c'est déjà moins évident, hein. Donc là, bien à chaud, ça va tout seul. Alors on nettoie coton-tige et isopropanol. Pour nettoyer le flux, c'est vraiment pas mal. On peut donner un petit coup de brosse à dents aussi et avec l'isopropanol.
Mais la brosse à dents, disons que ça répartit la crasse un peu partout, mais ça ne nettoie pas vraiment. Tandis que vous voyez, le coton-tige, il devient vraiment sale. Donc le coton-tige, il vient vraiment absorber la saleté. Donc ça, c'est pas mal. Ok. On va maintenant prendre un nouveau STM32. Alors, je pense que j'ai en stock ici. Donc c'est le STM32... Combien? STM32 F722. Ok. Je pense que c'est celui-là que j'ai en stock. STM30. C'est magnifique. C'est magnifique, on l'a en stock. Il coûte une fortune maintenant, ces petits microcontrôleurs. Il me semble qu'on est dans les 20 € pas loin, juste pour cette puce là. Alors je vais juste vérifier si j'ai mis dans le bon sens parce que je ne me rappelle plus. Si j'ai coupé la vidéo et que me revoilà seulement à l'antenne, c'est parce que je me rappelais plus dans quel sens j'avais mis dans quel sens c'était la puce, donc j'ai été vérifié sur Google. Voilà, désolé. Alors, je vais donc ressouder la nouvelle puce à son emplacement. Alors, il y en a beaucoup qui ont peur de ressouder la STM32 parce que ça paraît être plein de pins, ça a l'air d'être assez compliqué à faire. Mais en vrai, vous allez voir, c'est vraiment super simple. Avec un petit peu d'entraînement, franchement, c'est quelques minutes, c'est fait. Hop, vous voyez, on y va franco. Ok. Donc là, le but dans un premier temps, c'est pas de faire dans la dentelle, hein, c'est vraiment d'être sûr que toutes les pins ont bien eu de l'étain sur elles, pour être sûr qu'elles soient bien toutes prises. Et puis une fois qu'on est sûr que toutes les pins sont bien soudées, alors là on pourra commencer à faire ça proprement. Alors là, il y a deux solutions. Soit, bon, je vais montrer pour cette rangée la première solution. Soit on vient avec le fer absorber le surplus d'étain. Vous voyez, comme ça, hop. Et à chaque fois, entre chaque couche, je viens nettoyer un petit peu mon fer dans une petite boule une boule de cuivre. Un petit peu de flux. Hop. Donc ça, c'est la première solution. Donc on va faire pour cette rangée. Voilà. Vous voyez déjà la première rangée là, elle est bonne. Il y a une autre solution aussi, je vais vous montrer tout de suite, qui est l'utilisation de tresses à dessouder. Donc ici, vous voyez, on a un petit peu trop d'étain. Hop, on donne un petit coup de tresse à dessouder. Voilà, simplement. Mais le problème de la tresse à dessouder, c'est que parfois ça retire un peu trop d'étain à mon goût. Alors moi, j'aime autant le faire à la main. Non, ouais, s'il y en a vraiment beaucoup de trop, on n'aura pas le choix de... Si vraiment on a trop d'étain, là, on n'aura pas le choix de venir avec la tresse. Mais autrement, j'aime autant y aller au fer et puis rajouter un petit peu de flux de temps en temps. Voilà. Un petit peu de flux. Ok, alors il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de pont entre les pins. Un petit peu de flux.
Ok, ça a l'air pas mal. Alors, je donne un petit coup d'isopropanol et toujours de coton-tige pour nettoyer le plus gros. Pour y voir un peu plus clair. Une fois que ce sera nettoyé, je vérifierai une deuxième fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de pad, de pin qui se touche. Ça peut arriver. Je donne un petit coup de brosse à dents pour bien aller partout entre les pins, parce que le coton-tige ça ne sait pas aller, ça ne sait pas nettoyer entre les pins. Ok, un petit coup de compresseur. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok, si c'est bon. Ici, c'est bon aussi, c'est propre. C'est propre aussi. Ok, toutes nos pins sont bonnes. Du coup, on va pouvoir retester donc avec nos contrôleurs de courant, voir si c'est toujours un court-circuit, voir si on a bien trouvé la panne. Parfois, ça peut arriver de se planter, hein. Mais là, quand même, j'ai pas beaucoup de doutes. À mon avis, il y a peu de doutes possibles. Mais on va quand même vérifier avant d'essayer de reflasher le microcontrôleur. Donc, pareil, on va le rebrancher, voir la consommation de courant. Hop. Alors, on a combien? Ok, maintenant, on n'a plus de consommation excessive de courant. On est vraiment entre 0 et 0,10. Donc là, on n'a quasi plus aucune consommation. Mais c'est normal. D'ailleurs, même mon truc s'arrête parce qu'il ne détecte pas de courant. Mais ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que le microcontrôleur ici ne se met pas en route. Parce qu'il n'a pas de programme à l'intérieur. Donc, on va faire ça. Le court-circuit n'est plus là. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais là, elle ne boot pas. C'est normal. Il n'y a pas de programme dans le microcontrôleur. Donc, du coup, il ne peut pas booter. Alors, on va passer sur mon ordinateur. Alors, en théorie, ça devrait fonctionner. Alors, c'est la première fois que je fais, donc du coup, je risque un peu de faire n'importe quoi. Alors, effectivement, voilà, je mets la fenêtre là, comme ça ne plante pas. On va ouvrir Betaflight, ici. Alors, un petit instant, je vais le mettre sur mon écran. S'il veut bien s'ouvrir. Le voilà. Ah, le voilà. Alors, je vérifie juste qu'on passe bien. Non, on ne passe pas sur Betaflight. Et là, est-ce qu'on voit Betaflight? Sorry, c'est la première fois que je le mets. Ouais, c'est bon. Ok, je vais brancher l'AFC en mode DFU. Donc, je vais la brancher tout en maintenant le petit bouton boot allumé. Alors, à vrai dire, je ne sais pas s'il va le reconnaître tout de suite en DFU ou si je vais devoir installer un petit programme pour l'aider. Alors effectivement, il n'a pas reconnu tout de suite. Donc je vais peut-être devoir installer le driver. Alors le driver, je l'ai téléchargé tout à l'heure. Un petit instant. Qui s'appelle Zadig 2.7.exe. Je le lance. Hop. Alors, je recommence, je fais mieux. Le petit bouton boot. Je le connecte. Alors, options, list all device, STM32 bootloader, replace driver. Voilà. Alors, il va falloir attendre un petit peu. Je vais peut-être écourter la vidéo. Donc, si ça coupe maintenant, c'est normal. Ok, close. Ok, alors, on recommence. On fait mieux. On retire. On rebranche. Et voilà. Il nous reconnaît donc maintenant notre carte en DFU. Donc, on va pouvoir la flasher. Donc, c'est une T-Motor F7 HD. Mais je suppose que c'est la même version que la F7 normale. Tout ça, on peut mettre
normal. On va mettre charger le microprogramme en ligne. Ok, tout ça c'est bon. On va mettre flasher le microprogramme. Et c'est parti, il efface notre STM32. Et en théorie, si tout va bien, il va lancer le flashage de la STM32. Et voilà, il est en cours. Donc jusque maintenant, tout se passe bien. Donc je maintiens le bouton boot appuyé, même si je pense qu'en fait on peut relâcher une fois qu'il est passé en mode DFU. Mais tant que ça fonctionne, je préfère ne pas le lâcher. Et donc, a priori, on va pouvoir, après, une fois le flashage terminé, je vais pouvoir débrancher la carte mère, la rebrancher sans appuyer sur le bouton boot. Programme success, c'est nickel. Il reconnaît notre nouvelle carte. Je peux lâcher le bouton boot, je peux débrancher la carte. Je la rebranche. Et comme 21, elle est reconnue. On fait une connexion. Des valeurs de réglage par défaut sont disponibles. Oui, on peut mettre des réglages par défaut. Ok, on reconnecte. Et voilà, nickel, tout fonctionne. Donc voilà, on vient de remplacer donc le STM32 d'une T-Moteur F7 HD. Et donc le STM32 qui était en court-circuit maintenant refonctionne. Et ben voilà, on a la petite lumière bleue qui clignote. On voit directement que si je bouge, que je déplace, notre MPU 6000 fonctionne bien parce que le gyroscope répond bien. Et voilà, c'est une carte réparée. Voilà, donc j'ai eu énormément de demandes ces derniers temps. J'ai reçu une bonne dizaine de colis pour réparer des cartes mères avec en moyenne 7 à 8 flight controllers à l'intérieur. Donc je vais continuer à les réparer parce que j'aime bien. Mais j'ai beaucoup trop de demandes, donc je vais devoir monter les prix. Je vais demander maintenant la moitié de la valeur de la carte pour la réparation. Je vais continuer à faire des vidéos pour vous motiver à le faire vous-même déjà. Parce que c'est encore mieux si vous pouvez les réparer vous-même que plutôt de me les envoyer. Et puis voilà, c'est réparé, tout fonctionne. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à m'envoyer des cartes. Comme je vous dis, maintenant je demande la moitié de la valeur de la carte. Donc si la carte vaut 80 €, je vais demander 40 €. Tout compris, donc frais de port et tout, les pièces, tout seront inclus dans les 40 €, dans la moitié de la valeur de la carte. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des cartes à m'envoyer, mais comme je dis, je me répète, si vous pouvez les réparer vous-même, apprendre à les réparer vous-même, c'est vachement mieux. Ciao, merci d'avoir regardé.